Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue au MUSEM, dans cet auditorium Germaine Tillon. Nous sommes ce soir dans ce dernier moment, au fond, de ce temps fort que nous avons eu autour de la Grèce, sortie de crise avec un grand point d'interrogation. Et donc, depuis mercredi, avec l'inauguration de l'exposition de Stéphanos Tzipopoulos, qui est au Fort Saint-Jean, dans le bâtiment de GHR, que je vous invite vraiment à aller découvrir. Et puis jeudi, vendredi, samedi et dimanche, série de rencontres, de films, de performances, d'échanges, d'images. Voilà. Donc je crois que c'était un moment très important où je tiens à remercier particulièrement Adéa Guillot, qui est la correspondante du Monde, du Soir et de Arte en Grèce. Et aussi tout particulièrement les équipes du MUSEM, et notamment Fabienne Verstraeten et Florian Larocca, et toutes les équipes qui ont accompagné pour rendre possible, parce que plus d'une vingtaine de personnes sont venues de Grèce, et c'était l'occasion de faire découvrir une parole que l'on n'entend pas le plus souvent dans les médias. C'est peut-être ce rôle de fenêtre ouverte sur la Méditerranée, sur ce qui se passe en Grèce, dont nous n'avons pas en France souvent bien pris la mesure. Je pense que c'était important d'écouter les différents intervenants qui ont pu venir au cours de ces rencontres. Donc ce soir, nous terminons ce cycle en beauté avec le temps des archives. Donc vous avez l'habitude avec Emmanuel Laurentin. Je vais le laisser présenter ses invités. Donc on est très heureux de parler de ce moment sombre et important pour l'histoire grecque, puisque c'est l'histoire des colonels en Grèce. Bonne soirée, bonne écoute, et puis à bientôt. Bonsoir, merci d'être là pour cette soirée sur la chute des colonels en Grèce. Le sortilège des dates historiques. Si vous dites 9 novembre à Berlin, à quoi faites-vous donc référence? À la nuit de cristal, ou encore à la chute du mur, ou encore au 9 novembre 1848, quand le sentiment des peuples allemands s'est fédéré au moment du printemps des peuples, justement. Mais ce n'est pas d'Allemagne dont on va vous parler ce soir, mais d'un pays que nous aimons beaucoup, pour qui le 21 avril est également une date traumatique, mais plus traumatique encore qu'en France, puisque ce n'est pas le 21 avril 2002, mais le 21 avril 1967. C'est en Grèce, car le 21 avril 1967, c'est le jour justement du putsch des colonels, putsch qui va installer un régime qui durera 7 ans dans ce pays, un régime de fer dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités, avec Françoise Arvanitis, qui est ma voisine de droite. Françoise Arvanitis a été longtemps journaliste, correspondante en Grèce pour de nombreux journaux français. Elle s'y est installée, un tout petit peu avant l'année 1960, c'est ça? Largement. Voilà, et elle y vit depuis ce moment-là. Et elle est l'auteur, avec Adéa Guillot, dont on parlait tout à l'heure, d'un petit livre qui vient de paraître justement sur la Grèce, dans une collection qui vient d'être lancée sur les peuples dans l'âme des peuples. Voilà. Et puis, j'ai à côté de moi également, à droite, Olivier Delorme, qui est historien et qui est le premier à avoir fait une grande synthèse sur l'histoire de la Grèce et des Balkans depuis très longtemps, dans 3 volumes en poche, dans la collection Folio Histoire. C'est sorti cette année, enfin à la fin de l'année dernière, c'est ça, Olivier? Ouais, c'est ça. Il y a tout juste un an. Et ces 3 volumes ont la volonté de résumer toute l'histoire de ces peuples des Balkans, dans lesquels s'inscrivent justement les peuples de la Grèce que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, et nous allons prendre une toute petite partie de cette histoire pour la soirée d'aujourd'hui. Et puis, vous avez maintenant l'habitude d'avoir avec nous dans ces soirées du temps des archives. Donc, il faut remercier aussi Lina, qui est notre partenaire avec France Culture pour ces soirées du temps des archives et qui a sélectionné ce soir une série d'archives que nous allons commenter. Et la première d'entre elles va être commentée par Marilyn Crivello, qui est professeure d'histoire à Aix-Marseille, et qui va lire une archive importante, puisqu'elle est tirée d'un fonds gigantesque, qui est celui de la télé des années 60, et en particulier de ce fonds qui est le fonds de 5 colonnes à la une. On va commencer par vous, on va renverser la proposition, puisque d'habitude, vous terminez ce temps des archives, mais là, il se trouve que vous avez choisi, dans toutes les archives qui vous étaient proposées, celle qui traite justement de ce coup d'État
de 1967. Je vous laisse la parole et nous commenterons ensuite d'une autre façon ces archives du temps des archives. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, dans le lot d'archives qui traitait de l'événement, on a un petit bijou qui est la série 5 colonnes à la une, que certains connaissent. Et donc, en fait, 5 colonnes à la une est sur le terrain et diffuse en fait des informations sur les événements le 5 mai 1967. Et pourtant, donc on est à peu près 15 jours après l'événement. Et pourtant, évidemment, quand on entre dans le document, comme vous allez voir, on a le sentiment de participer quelque part à ce coup d'État, puisque les réalisateurs se débrouillent évidemment pour que ce 21 avril soit décliné du matin au soir et que chacun puisse avoir le sentiment de vivre ce que les Athéniens ont vécu. Alors l'intérêt en fait de commencer par cet extrait de 5 colonnes à la une, c'était aussi un peu, et c'est l'objectif de ce temps des archives, de comprendre à quel point les documents d'archives d'actualité, l'actualité en général, n'illustrent jamais un événement. Elle construit l'événement. Il y a vraiment une construction par les médias. Et là, on le voit très bien avec 5 colonnes. Alors, quelques mots sur 5 colonnes, puisque ça nous oblige aussi à comprendre à quel point cette télévision française a une histoire. Et donc, 5 colonnes à la une est le premier magazine de grands reportages qui existe à la radio-télévision française en 1959, qui commence en fait en pleine guerre d'Algérie et qui est mise en place par un journaliste très connu qui est Pierre Lazareff, qui était éditeur de France Soir. Donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont en mémoire encore 5 colonnes à la une et qui a vraiment marqué cette période entre 59 et 68, puisque 5 colonnes s'arrête avec les grèves de mai 68. Pierre Lazareff, en fait, monte une équipe autour de lui, Pierre Desgroppes et Pierre Dumayet, qui étaient à ce moment-là les réalisateurs d'une émission littéraire qui s'appelait Lecture pour tous. Et il s'associe avec Igor Barrère, qui est un réalisateur-producteur, qui est spécialiste des grands directs, et une femme, Eliane Victor, qui sera à l'origine d'une très belle série qui s'appelle Femmes aussi, qui va avoir aussi un temps fort à la télévision. Donc on a là un moment important de la télévision, puisqu'il y a de véritables moyens qui n'étaient pas donnés au journal télévisé. Donc 5 colonnes à la une a véritablement des moyens. Il y a des envoyés spéciaux qui partent sur place et qui vont traiter de l'événement avec un véritable travail d'interprétation. On est très loin du journal télévisé de l'époque qui, par ailleurs, était extrêmement muselé par l'État. Alors que Lazareff, Desgroppes, Dumayet, les 3 P, comme on disait, les 3 Pierres, eh bien, avaient une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Pour revenir sur l'analyse de l'image que vous allez voir, il se trouve que en fait, les ressorts dramaturgiques de 5 colonnes à la une sont ceux de la presse écrite, France Soir et Paris Match, c'est-à-dire que la primauté est donnée à l'image et il y a 2 éléments, enfin un ton qui est très particulier. D'une part, c'est toujours le récit du journaliste qui est sur place et qui va raconter ce qu'il voit. Et puis, on a évidemment aussi le récit des acteurs, des interviews. Donc, il y a vraiment une structure qui est là. Donc, on va voir juste le début, évidemment, avec 3-4 minutes. Mais c'est le moment de l'exposition, c'est-à-dire on présente les faits, les lieux, les acteurs. Et en réalité, cet extrait que vous allez voir pour 3 minutes dure 20 minutes. Donc, il y a vraiment un véritable travail qui est fait pour comprendre cette dictature. Alors ça s'appelle le coup d'Athènes, c'est pas le coup d'État d'Athènes, c'est le coup d'Athènes. Et d'emblée, on a des premières images qui montrent la ville prise en plongée. Donc on a une vision générale de la ville d'Athènes, et Athènes est personnifiée, c'est-à-dire que c'est plus vraiment une ville, c'est une personne. C'est une personne qui, pendant la nuit du 20 au 21 avril, a eu une attaque, a reçu un coup, et c'est toute cette scénographie qui est mise en place pendant les quelques minutes qui suivent.
Et ce coup, cette atteinte portée à la ville, eh bien, on la ressent puisqu'on a le sentiment finalement avec cette plongée que la ville est totalement opprimée, hein, qu'elle est enfermée dans cette dictature. On se rapproche progressivement des Athéniens qui sont dans les rues. Et puis, on voit apparaître deux symboles forts de cette ville. Évidemment, tout de suite, l'Acropole. C'est un coup porté à l'histoire de la Grèce, hein, qui intervient. Et puis, on voit apparaître ensuite un deuxième monument qui est le Parlement, et c'est un coup porté à la démocratie. Hein. Donc, on voit la construction progressive qui se met en place. C'est le matin, et on ne sait pas encore très bien ce qui va se passer. Le journaliste, en voix off, dit qu'en fait, il se demande s'il va y avoir des grèves. Donc, tout se passe comme si on était véritablement le 21 avril et non pas 15 jours plus tard. Et puis arrive midi, et donc on a d'autres acteurs qui sont présentés par le journaliste. Ce sont les touristes qui cherchent à fuir. On voit d'ailleurs, vous repérerez une image où on voit un homme avec ses valises, hein, qui est filmé. Et surtout l'arrestation de journalistes qui cherchent à filmer sur le terrain. C'est un moyen aussi pour les journalistes de 5 colonnes à la une de bien dire, regardez, nous sommes sur le terrain, c'est dangereux véritablement, mais nous sommes là, nous sommes en train de filmer les premières images que vous pouvez voir de cette Grèce en pleine dictature. Hein. C'est aussi un clin d'œil. Évidemment, la voix off du journaliste est là pour scander en fait cette journée, le matin, le midi, le soir. Et le soir, effectivement, la ville est éteinte, les cafés sont vides, les rues sont vides, et le coup d'État a véritablement pris sa place dans la ville d'Athènes. Voilà, donc il y a vraiment une dramatisation comme ça du récit, et je vous laisse regarder les images. Juste une question avant de commencer de regarder les images, Marine Crivello. Est-ce que vous qui avez regardé beaucoup de ces 5 colonnes à la une, cette dramaturgie particulière est particulière à cet événement-là, ou est-ce que ce récit à la première personne, ce récit en reconstituant une journée fictive évidemment, puisqu'elle est reconstituée 15 jours plus tard, est une pratique courante des journalistes de 5 colonnes à la une? Oui, les journalistes de 5 colonnes ont pour objectif de s'adresser au public le plus large possible. Donc c'est une présentation de l'actualité qui est toujours très pédagogique, très didactique. Et donc on a toujours cette construction par le temps, hein, et par la présence du journaliste qui est en place. Alors en 67, au moment où est diffusée cette archive, 5 colonnes a déjà 9 ans d'expérience, hein, donc a pris toute sa place à la télévision française. Tout le monde se souvient certainement du générique, avec cette musique bien particulière que nous n'allons pas entendre là, mais enfin qui a marqué les esprits, où on voit apparaître d'ailleurs dans le générique les Trois Pierres et puis Igor Barrère. Donc en 67, l'émission, c'est un repère véritablement pour les téléspectateurs. Et un gage de qualité aussi. C'est un gage de qualité, et en 67, c'est une émission qui est énormément regardée. Il y a quand même 58% des Français qui disposent d'un récepteur. Et pour les classes les plus aisées, on atteint pratiquement 70%. Donc il y a véritablement une réception très forte. Hein, et donc cette diffusion sur la dictature des colonels a eu un impact prodigieux. On regarde. C'est donc l'extrait numéro 1. Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques, de la droite, du centre et de la gauche. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée. Même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde.
On s'attend à une explosion de colère du peuple grec, mais les vagues d'arrestations stupéfient tout le monde. La prudence, parfois la peur, prennent le dessus. Le coup est bien monté, minuté même dans ses moindres détails. Les touristes consignés, eux aussi, s'assoient aux terrasses des cafés devant des tables vides. Aucun doute n'est possible, il n'y a pas un soupçon d'improvisation dans le déroulement des opérations. L'armée applique son dispositif avec l'assurance d'une troupe qui connaît la musique par cœur. Seuls doivent improviser les malheureux étrangers réchappés de l'aéroport qui débarquent dans une ville dont on ne sait si elle est bouillante ou morte. Une ville sans bus, sans tram, sans taxi, sans musée, sans restaurant. Vers midi, les Athéniens venus à pied des banlieues jusque dans le centre, et ceci en dépit des interdictions, vers midi, ces Athéniens rentrent chez eux. Au carrefour, les feux sont éteints. Seuls circulent encore les jeeps, les ambulances et quelques voitures étrangères. La troupe est partout. Il vaut mieux filmer avec discrétion, faute de quoi la police vous embarque, comme ici les collègues d'une TV étrangère. Il est vrai que les gendarmes ont reçu la consigne de ne pas brusquer les étrangers, car la Grèce, quoi qu'il arrive, veut rester le royaume du tourisme. D'ailleurs, la police, vexée sans doute d'être encadrée par l'armée, la police a ostensiblement la main molle. Plus l'heure avance, plus il se confirme aussi que techniquement le coup va réussir. On sait aujourd'hui que le plan de cette révolution militaire datait de 2 ans déjà. Officiellement, il a coûté 2 vies humaines, un refus d'obéir aux sommations, une balle perdue. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Les rues se vident. Athènes va bientôt s'enfermer dans un silence impressionnant, ponctué de coups de feu lointains. Voilà pour ce court extrait donc, de ce 5 colonnes à la une de 1967, 15 jours après le coup d'État. Le commentaire est omniprésent, on entend beaucoup de choses sont dites, et peut-être il faut les passer au crible aussi de l'histoire. Marine Crivello, on ne sait pas exactement si ce travail est un travail collectif, un seul, plusieurs écrivains pour pouvoir écrire ce commentaire qui est si important dans les 5 colonnes à la une. Oui, en général, il y a quand même plusieurs journalistes qui travaillent ensemble. C'est une équipe et les 3 Pierres sont derrière pour vérifier l'information et vérifier le texte. Vous avez sûrement été attentif dans le premier temps où le commentaire se fait à ce bruit de la radio des militaires. On entend derrière, ils le disent d'ailleurs, mais c'est un bruit de fond et on entend la radio des militaires qui donne une sorte de contexte dramatique. Je voulais simplement dire, c'est dommage parce que juste après, on passe au 22 avril. Et là, donc le lendemain du coup d'État. Le lendemain du coup d'État. Et les journalistes, en fait, dans leur construction, ont essayé de montrer le contraste qu'il pouvait y avoir entre ce 21, ce moment où la ville se paralyse, où le silence se fait, et le 22 avril, où curieusement, tout est normal, tout se passe comme si finalement rien de majeur n'avait eu lieu. Et donc ils filment le quotidien, les badauds qui vont faire leurs courses, et ils jouent tout au long des 20 minutes que durera donc ce reportage sur ce contraste permanent entre ce coup d'État, les arrestations, et puis finalement une apparence finalement de normalité. Et tous les interviews qui vont suivre vont mettre en balance ceux qui finalement sont plutôt favorables à ce coup d'État parce que ça sauve la Grèce, parce que finalement on en avait besoin, et puis les résistants qui sont obligés de se cacher et qui parlent discrètement donc aux journalistes. Alors Françoise Armagnétis, vous étiez sur place à ce moment-là. Ces images vous rappellent peut-être quelque chose de ce jour, en tout cas du 21 avril. Mais le téléphone bloqué, on le sait, c'était le premier signe. La radio qui diffuse des hymnes militaires et qui dit que la prise en main du pays est en train d'être faite. Et effectivement... Et les noms des colonels. Et c'est ça qui a causé une très grande surprise. On se regardait, on se disait, mais qui c'est ce Papadopoulos? Qu'est-ce que c'est que ce type-là? D'où il sort? Parce qu'on s'attendait plutôt à un coup d'État. On s'attendait à un coup d'État. Ça faisait très longtemps qu'on vivait sur un volcan. Donc je trouve que dans le reportage, quand on dit que
C'est la surprise. On dit quand même que ça fait 2 ans que le coup se prépare. ça se Déjà, prépare. et on le sait à ce moment-là. Et les Grecs le sentent depuis longtemps. Moi, j'ai retrouvé des correspondances que j'envoyais à mes parents en France où je parlais où je disais qu'on a très peur et qu'on a peur d'un coup d'État militaire. Mais c'est vraiment l'étonnement. Devant ces noms de colonels. Devant ces noms de militaires de 2e rang, alors que ce qu'on pensait, ce serait... Olivier Delorme l'a très bien raconté dans son livre, on pensait que ce serait le palais qui initierait le coup d'État avec des généraux et pas des colonels. Alors, le palais, parce que c'est encore un royaume, la Grèce, à ce moment-là, Olivier Delorme, et le contexte qui précède est un contexte de desserrement. Vous avez écrit tout un chapitre sur l'accès difficile de la Grèce à la démocratie. Donc, il y a eu la guerre civile après la Seconde Guerre mondiale qui a ensanglanté la Grèce avec des oppositions très fortes et beaucoup de morts des 2 côtés, mais également l'exil d'une partie du peuple grec qui est parti se réfugier en partie dans les pays socialistes. Il y a eu ensuite Karamanlis, celui qu'on verra tout à l'heure, mais plus jeune, qui prend le pouvoir, d'abord de façon très autoritaire, et puis qui dessert progressivement l'étau au tout début des années 60. Et les années qui précèdent, justement, immédiatement ce coup d'État, sont des années où on a l'impression d'une certaine liberté qui commence à arriver dans ce pays-là, Olivier Delorme. Oui, alors, il y a... Prenez celui-ci. Le contexte est un double contexte. C'est un contexte de libéralisation du régime issu de la guerre civile, qui est une démocratie, mais qui est une démocratie totalement formelle, avec ce que les Grecs appellent à cette époque-là les États parallèles, que sont la police, l'armée et le palais qui joue, je vais revenir, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation sans reparler du palais, qui joue un rôle fondamental derrière le pouvoir légal et apparent. Alors ce pouvoir légal et apparent, de 55 à 63, c'est Karamanlis qui succède au maréchal Papagos qui a gagné la guerre civile et qui, dans un premier temps, est un personnage qui a un gouvernement assez personnel et assez autoritaire, même si il engage une démocratisation très lente et très progressive. Et puis en 63, gagne les élections l'Union du Centre, qui est un parti issu de la tradition grecque dans laquelle il n'y a pas vraiment de gauche, où la gauche dans l'entre-deux-guerres, depuis le début du siècle, a été phagocytée par un parti libéral vénizéliste qui est progressiste et qui donc n'a pas laissé l'espace politique pour que s'affirme quelque chose entre ce centre et les communistes. Donc c'est ce centre qui gagne les élections de 63, mais qui se heurte au palais. Et donc en 65, le jeune roi, Constantin II, le frère de l'actuelle l'ex-reine d'Espagne, Sophie, hérite de la couronne et très vite rentre en conflit avec le Premier ministre Papandréou. Et donc suit une période extrêmement glauque entre 65 et 67 où le palais achète un certain nombre, achète en francs suisses et en compte déposés sur des comptes en Suisse, un certain nombre de députés pour faire tenir un gouvernement que les Grecs appellent le gouvernement des apostats. Et ce gouvernement est un gouvernement qui enfonce le pays dans une crise politique et à la veille du coup d'État des colonels, en fait, le chef de la droite, Kanellopoulos, et le chef des libéraux, Papandréou, se sont entendus pour des élections. Et le surlendemain du coup doit avoir lieu le grand meeting électoral de Papandréou à Thessalonique, la deuxième ville du pays. C'est toujours l'avant-veille qu'on fait le coup d'État, c'est logique. Donc le coup d'État arrive en pleine campagne électorale, et une campagne électorale dans laquelle le centre est donné gagnant. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un deuxième coup d'État sur le feu, et que le coup d'État qui arrive surprend tout le monde, y compris le palais. Le palais et l'ambassade américaine avaient sur le feu un coup d'État
de généraux au cas où le centre l'emporterait. Et donc, le coup d'État qui arrive est mené par des colonels avant les élections. Donc, il surprend à la fois le palais, notamment la reine-mère, qui est un personnage allemand élevé chez les nazis, Frédérica, une personnalité tout à fait importante dans ce contexte, qui entend le matin du coup d'État l'appel des colonels, qui parle de justice sociale, et qui dit « les spartakistes prennent le pouvoir ». Donc c'est pour dire combien le palais est surpris. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des colonels de gauche. Françoise Arvanitis. Je voudrais simplement préciser, c'est que l'Union du Centre, ce sont des républicains. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout un parti de gauche, ça n'est même pas un parti politiquement particulièrement centré, c'est un parti républicain. C'est un parti qui... Et pas monarchiste, donc. Non, et c'est surtout un parti qui souhaite instaurer la République en Grèce et renverser la monarchie. Parce que ça fait, enfin, pendant tout le début du XXe siècle, la lutte qui avait été d'ailleurs engagée par Elefthérios Venizelos, elle est fondée sur cette opposition de deux régimes possibles, un régime républicain, etc. Et le parti, l'Union du Centre, c'est essentiellement un parti contre le palais. Alors, si on s'arrête sur ce qui se passe à ce moment-là, et ces 7 années de dictature, puisque le thème de notre discussion, c'est la chute des colonels, on commence évidemment par leur arrivée au pouvoir, que vont-ils mettre en place qui permet de les qualifier d'une dictature? C'est quoi? C'est la censure? C'est la torture? C'est l'exil politique? Qu'est-ce qui se passe, Françoise Arvanitis? La suppression de toutes les libertés, immédiatement. C'est-à-dire que la rapidité, le succès du coup d'État provient essentiellement de la rapidité d'exécution. Il était formidablement mis au point, et c'est pour ça que les Grecs pensent que le doigté américain avait permis d'arriver à cette perfection. Les Grecs sont un peu désordres, tandis que là, ça n'a pas fait désordre du tout. Et ensuite, donc, et aussitôt, la presse muselée? La presse muselée, complètement. Interdiction de réunion, le couvre-feu, les arrêtations. Alors, ces leaders politiques qui sont arrêtés dans leur lit le matin. Tout le gouvernement. Voilà. Tout le gouvernement a été arrêté, pas seulement les gens de gauche, mais tout le gouvernement. Sur l'exécution, on peut peut-être dire deux, trois choses, parce que c'est intéressant de voir comment il a été exécuté. Il a été exécuté, on dit dans le reportage, à partir d'un faux du Premier ministre. Mm-hmm. Or, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait un plan de l'OTAN en cas de subversion communiste, qui s'appelait le plan Prométhée. Un peu comme les réseaux Gladio, voilà, qui s'est exactement, passé en Italie ou ailleurs. C'est exactement ça. Et avait le droit de déclencher le plan Prométhée le Premier ministre ou le roi. Ni l'un ni l'autre ne l'ont déclenché, mais le chef d'état-major avait le mot de passe et a donné le mot de passe aux putschistes, alors que tous les généraux avaient été convoqués par les colonels avec une fausse convocation au Pentagone grec, et ils étaient hors circuit. C'est-à-dire que les colonels avaient mis tout l'état-major hors circuit, et ils ont pris le contrôle de l'armée et des milices issues de la guerre civile, des milices armées qui continuaient à avoir des armes depuis la guerre civile, pour prendre le contrôle du pays. Alors qu'est-ce qu'ils font immédiatement? Ils disent d'abord qu'ils veulent sauver la Grèce. C'est la Grèce est malade, il faut la mettre dans le plâtre. Ça, c'était la grande formule. C'est d'ailleurs assez dommage, parce que c'est une formule qui a été reprise lorsqu'il est venu pour le FMI par Dominique Strauss-Kahn. Pensant sauver la Grèce, il avait dit « La Grèce est malade et nous serons ses médecins », enfin plutôt ses conseillers ont oublié de lui dire que c'était le premier mot qu'avait prononcé Papadopoulos quand il a pris le pouvoir. Donc c'était déjà un peu raté quand il a voulu sauver la Grèce de la crise grecque. C'était vraiment ça, n'est-ce pas? Il fallait nous mettre dans le plâtre, enfin mettre le pays dans le plâtre pour le sauver. Et ça a été, cela dit, les déclarations des colonels, parce qu'on les entendait, il y avait la radio, on entendait les différents discours, les différentes proclamations, étaient prononcées dans une langue tellement ridicule
tellement étonnante que c'était presque clownesque. Et ça... Patacos est surnommé le clown, d'ailleurs. Ouais. Dites pourquoi cette langue. Parce que n'est-ce pas, le peuple grec parlait depuis très longtemps une langue qui s'appelait la langue démotique, c'était la langue parlée des gens. La plupart des grands écrivains écrivaient cette langue. Les 2 prix Nobel qui, par la suite, ont eu les prix Nobel de poésie n'écrivaient que dans cette langue, qui était la langue grecque démotique. Mais les colonels, ils ont voulu refaire classique et appellent tous les symboles de la Grèce ancienne. Et donc, La Katharévoussa. ils ont mis la langue puriste. Mais ils ne la connaissaient pas. La langue puriste, elle était un sous-produit du grec ancien. Et comme c'était vraiment un sous-produit, et qu'en plus ils la connaissaient mal, c'était catastrophique. Si bien que les gens rigolaient, vraiment. Oui. On les mettait dans le plâtre en langue puriste. Alors, il y a arrestation des principaux leaders politiques, Olivier Delorme, il y a arrestation des principaux opposants. Tout le gouvernement est arrêté au lit, sauf 2 ministres qui tiennent jusqu'au lendemain matin et qui essayent de rentrer en contact avec le roi pour demander au roi de contrer les putschistes. Le roi choisit finalement de ne pas contrer les putschistes, et c'est fondamental. C'est-à-dire que le soir, le roi, sous l'influence de sa mère, nomme un gouvernement dans lequel figurent les principaux putschistes. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que fera, c'est ce que vous dites Olivier Delorme dans votre livre, il ne fait pas ce que fera Juan Carlos au moment de la prise d'otage des députés au Cortés espagnol par le colonel Terrero. C'est-à-dire qu'il ne se met pas du côté de la démocratie possible, Absolument. Il se met du côté des plus durs. J'ai toujours pensé, mais c'est une intuition, que l'attitude de Juan Carlos était due au contre-exemple de son beau-frère en 67. Et que probablement Sofia lui avait soufflé à l'oreille qu'il ne fallait pas faire ce qu'avait fait Constantin. Alors, les libertés publiques sont suspendues, Françoise Armanitis, et on rentre dans un régime de quelle sorte? Et on se dit, tout compte fait, il n'y a pas une résistance qui se met en place? Non, alors... D'abord, la prise de pouvoir s'est accompagnée, comme je vous le disais, de mesures extrêmement violentes, d'arrestation, d'interdiction, de réouverture de camps, de réouverture de camps, réouverture et création, et création de camps, etc. Ah, sur l'île de tout très rapidement. Oui. C'est-à-dire, bizarrement, ils n'ont pas osé ouvrir l'île de Macronissos. Macronissos était un tel symbole, tellement fort. C'était l'île de relégation pendant la guerre civile espagnole pour faire avouer les communistes. Voilà. Et vous en savez quelque chose. J'y suis allé avec vous il y a quelques années. Nous sommes allés il y a quelques années. Donc, c'était vraiment... bon, mais par contre, ils ont rouvert Yaros, qui n'était pas plus drôle. Qui était une prison sur un rocher absolument et à Halikarnassos pour les femmes. Et puis les relégations dans les îles, etc. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Là, vous me demandiez immédiatement. Dans l'immédiat, on n'a rien pu faire dans l'immédiat parce que il y avait vraiment... Les mesures étaient appliquées avec tout à fait une sévérité. Et la police n'avait pas la main si molle que cela. Pas du tout molle. Oui, on était un peu étonnés quand on a entendu la phrase dans le reportage que la police avait la main molle. Elle l'avait au contraire très dure. En fait, il y a eu une politique, dès les premières heures, il y a eu une politique d'intimidation. Et notamment la première nuit, l'armée a circulé dans les quartiers présumés rouges, enfin réputés rouges, en tirant des salves en l'air. Ils le disent d'ailleurs, on entend les échos des salves, etc. Donc le coup d'État lui-même n'a pas été sanglant, il y a eu deux ou peut-être 3 morts. Mais il y a eu une intimidation immédiate et des arrestations immédiates. Parqués, les gens ont été les arrêtés, parfois qui étaient sortis de prison 3 ans avant ou 4 ans avant, parce que les derniers prisonniers de la guerre civile ont été renvoyés directement en camp, parqués au stade. Avant le Chili, mais c'est la même, et puis envoyés, dispatchés dans les différents camps. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut... Avec une pratique de la torture systématique érigée en système. Alors c'est une des choses qu'il faut peut-être dire, Françoise Armanitis, c'est qu'on ne comprend pas à la fois le coup d'État et les réactions
à ce coup d'État, si on ne se replonge pas dans ce qu'a été cette guerre civile hyper sanglante qu'on a décrite tout à l'heure très brièvement, c'est-à-dire jusqu'en 1948-49, cette guerre civile qui a partagé la Grèce en deux et qui a conduit donc à la fois des arrestations, des massacres, mais également à l'exil d'une partie de la population grecque hors de son propre pays. Absolument, la Grèce reste un pays de répression intense. On n'a pas le petit réveil de 64 n'a pas été suivi d'effet puisque ça s'est arrêté immédiatement. Donc, en 64, on a vraiment cru. À un certain moment, je me souviens, mon mari à l'époque avait été à Macronissos. Quand je l'ai connu, il sortait de Macronissos, donc dans ce camp de relégation. Au large du Cap Sounion, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une île complètement déserte. Déserte, sans rien, au large du Cap sans Sounion. eau. Et je me souviens, en 64, il a perdu sa carte d'identité. Quand on perdait sa carte d'identité en Grèce, c'était une catastrophe parce que ça voulait dire aller à la police. Et ça, on ne savait pas à quel moment on allait en sortir. C'était un crime de perdre sa carte d'identité. Il perd sa carte d'identité, il va au commissariat de police une demi-heure après, il revient tout souriant en me disant « ça s'est très bien passé », comme si j'étais en France dans un commissariat de police français. Ça, c'était en 64. C'est ça qui n'a pas duré. C'est cette espèce de réveil d'espoir démocratique auquel on a vraiment cru. À l'époque, on y a vraiment cru, qui a été complètement détruit par le coup d'État. Mais au contraire de ces espoirs démocratiques, la mémoire de la répression de la guerre civile, alors là, les mémoires étaient encore très vives. Probablement que cette mémoire de la guerre civile a été fondamentale dans le fait que la résistance au coup d'État n'ait pas été violente. C'est-à-dire que... Il n'y a pas eu de prise d'armes. Voilà, il faut dire quand même que cette guerre civile a été extraordinairement dure et que on est 20 ans après, donc les gens reculent devant l'épreuve de force avec la junte. Et puis il y a aussi ce que vous dites, Olivier Delambre, ce pays est en profond bouleversement. Oui. Il y a 1 million de personnes qui quittent la Grèce entre 1950 et 1970. On est à la toute fin des années 60, donc tout près de cela. Donc les gens vont travailler à l'étranger, ils partent en Australie, ils partent en Allemagne, ils partent un peu partout. Et puis de l'autre côté, il y a un énorme exode rural qui fait venir dans les villes et à Athènes en particulier, là, près d'1 million de personnes entre 1 million 200 000 personnes entre 51 et 71 aussi. Donc il y a un profond bouleversement. Oui, il y a deux natures, c'est-à-dire que d'abord il y a eu la mise en place par les Britanniques puis les Américains des techniques de guerre subversive pendant la guerre civile, c'est-à-dire que de contre-guerre subversive plutôt. Contre-guérilla. Voilà, contre-guérilla, c'est-à-dire si le guérillero doit être comme un poisson dans l'eau, il faut vider l'aquarium. Donc on a vidé l'aquarium comme les Français l'ont fait en Algérie à un autre moment. C'est-à-dire que dans toutes les zones où il y avait de la guérilla, on a vidé les populations de ces zones pour les envoyer dans les banlieues des grandes villes. Pour ne pas permettre de supporter justement cette guérilla. Voilà, absolument. Et où elles étaient strictement encadrées par l'Église d'une part, par la police de l'autre, et par la pratique... Tu parlais, Françoise, de la carte d'identité, mais également du certificat de civisme, sans lequel on ne pouvait pas avoir de travail, de périptéro, c'est-à-dire le petit kiosque où on vend etc., où on pouvait pas, si vous ne montriez pas votre certificat de civisme à un propriétaire, il ne vous louait pas d'appartement, etc., etc. Donc il y avait un système de contrôle social extrêmement on ne pouvait pas être étroit. fonctionnaire. Voilà, on ne pouvait pas être fonctionnaire. On ne pouvait pas accéder à la fonction publique. On pouvait, les enfants de gens qui n'allaient pas à l'université, enfin, je veux dire, il y avait vraiment un système de contrôle social extrêmement étroit. Et donc, cette émigration de gens qui partent, cet afflux de population vers les villes, une crise économique qui est quand même aussi importante. Alors, les années 60 sont une période les années Karamanlis sont une période de grande expansion économique. C'est-à-dire que à l'époque, la Grèce a le 3e taux de croissance au monde, derrière le Japon et l'Espagne. Voilà, c'est ça. Mais la fin des années 60 est déjà marquée par une sorte d'envie. Alors, ça ralentit au moment où les colonels arrivent et surtout la crise économique va s'aggraver comme partout
avec le choc pétrolier en 1973. Donc les colonels pâtiront également de cette crise économique. Alors on sait qu'il y a... D'autant plus que leur gestion des finances C'est ça que je voulais dire, la gestion a été désastreuse. On sait qu'il y a des grandes fortunes en Grèce, des armateurs en particulier, François Zermanitis. Alors comment ces grandes fortunes voient-elles arriver ces colonels D'un très bon œil. D'un très bon œil. C'est bien évident. L'interdiction du droit de grève, totale. L'interdiction de rassemblement. Vous vous rendez compte, c'est un cadeau absolument extraordinaire. Pas la suppression des syndicats, de toutes les libertés syndicales, plus de droit du travail, aucune revendication possible d'aucune sorte. Moi, j'ai un souvenir que j'évoquais devant vous. Je me souviens qui est plus tardif, c'était vers la fin de la dictature. Et lorsque, après l'école polytechnique dont on va parler beaucoup plus tard, j'étais avec un armateur que je connaissais bien et je lui dis quand même, vous avez été drôlement tolérant, hein, pour ne dire que, pour employer un mot très faible, avec les colonels. Et il m'a répondu, oui, c'est vrai. Mais là, avec ce qu'ils ont fait à Polytechnique, ils ont franchi la ligne du sang. Et là, c'est plus possible. Donc c'est ça, c'est que les colonels, pendant toutes ces 4 premières ou ces 6 premières années, entre 67 et 73. Entre 67 et 73, avaient réussi, c'est-à-dire ils torturaient, mais les tortures étaient invisibles. Ils réprimaient, mais ça, on la connaissait, la répression. Je dois dire à ce propos que la France a envoyé 3 membres du barreau de Paris en Grèce en 1968, c'est-à-dire la première année ça n'était pas l'État français, c'est 3 membres du barreau, pour assister au procès de 17 jeunes étudiants qui avaient été condamnés à des peines absolument incroyables pour des méfaits qui consistaient à distribuer un tract ou des choses de ce genre, condamnés à 10 ans de prison, torturés, battus d'une façon terrible, et avec ces condamnations totalement folles. Donc, je veux dire que personne n'en a parlé à ce moment-là, ni dans la presse étrangère de ce procès, ni dans l'opinion. Mais il y a quand même, Olivier Delorme, des intellectuels. C'est un grand peuple d'intellectuels. Dans ces années-là, les Grecs sont connus pour à la fois leur poésie, pour leurs romans, les grands Séphéris, Élitis, Ritsos, etc. Alors Ritsos est mis en camp. Ritsos est en camp. Il est à Léros, où il écrit d'ailleurs une partie de son œuvre, Pierre Répétition Barreau, qui est traduit en français chez Gallimard dans la collection du Monde entier. Et les chansons de la patrie amère, c'est pas à ce moment-là? Oui, c'est aussi à ce moment-là. Séphéris a eu déjà le prix. Élitis, qui aura le prix Nobel, refuse le prix national de littérature, je ne sais plus quelle année, mais enfin pendant en 1971. Voilà. Séphéris fait une superbe déclaration contre la dictature. Un peu tardive. En 69. Oui, un peu tard. Non, c'est-à-dire que nous avons regretté beaucoup. Il est dans un premier temps démarché par un certain nombre démarché. On va le voir. Un certain nombre d'intellectuels grecs viennent le voir pour qu'il se prononce. Et dans un premier temps, il a un temps de retrait. Mais enfin, 69, c'est pas si tard non plus. Ça vient, 2 ans. Et c'est une très belle déclaration. Je pourrais vous en lire un extrait tout à l'heure, mais c'est une très belle déclaration. Puis j'aime beaucoup. Et puis il y a quelqu'un, oui, moi aussi, évidemment. Moi aussi. Nous l'avons enterré de façon extraordinaire. Voilà, ces obsèques sont les obsèques de Papandréou et les obsèques de Séphéris sont l'objet de manifestations populaires contre la dictature. C'est au tout début des années 70. Voilà, donc les obsèques de Séphéris, notamment la foule va chanter Refus, poème de Séphéris, mise en musique par Théodorakis. Alors Théodorakis, il faut peut-être s'arrêter sur la figure de Théodorakis, parce que Théodorakis, on va le voir dans un instant, au moment de la chute de la dictature, va jouer un jeu très dur, très difficile, mais va finir par obtenir la capacité de sortir, alors qu'il est une sorte d'icône et qu'il fait très peur, j'ai l'impression,
en particulier au colonel François Mais il Zavanelli. faisait déjà peur aux caravanlistes d'avant. Oui. Car on n'avait pas le droit à la radio de jouer du Theodorakis avant la dictature, dans les années 60. Les années de gouvernement de Karamanli, c'était interdit, c'était une musique subversive. Ça a toujours, c'est ça dont il faut se souvenir, c'est à quel point la répression était généralisée en Grèce depuis les années 50 jusqu'à 67, avec ce petit printemps très rapide de l'année 64 qui s'est terminé de façon si piteuse. Mais sinon, il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire la Grèce n'était pas un pays de droit, un état de droit, et la répression était généralisée. Et Theodorakis, ce qui n'empêchait pas les gens de connaître parfaitement sa musique, de connaître les chansons. Et comme vous savez, en Grèce, non seulement on chante, mais on connaît les paroles des chansons. Oui. Et on les chante collectivement. Et généralement, ce sont des paroles de grands poètes qu'on a mis en musique. Absolument. Donc, effectivement. Et donc, Theodorakis parvient, lui, à sortir en 1970. Theodorakis, d'abord, entre dans la clandestinité. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un pendant des 4 rares, mois. Voilà. C'est un des rares à échapper au coup de filet. Alors qu'il est dans le collimateur, parce qu'il a animé dans les années précédentes les Jeunesses Lambrakis, c'est-à-dire le mouvement, il en est le fondateur. Lambrakis, vous savez, c'est Z, c'est-à-dire ce chef de la gauche unifiée qui se fait assommer à Thessalonique au cours d'une réunion, une manifestation, une marche pour la paix. En 63, une marche pour la paix, probablement sur l'ordre du palais, voire sur l'ordre personnel de Frédérica. Et donc, Theodorakis est vraiment une des figures de la... l'opposition de gauche, de la gauche qu'on dirait radicale aujourd'hui, dans cette Grèce pré-colonelle. Donc le fait qu'il échappe au colonel est déjà un... Alors ensuite, il est arrêté, il est détenu, et il y a une mobilisation internationale pour le faire libérer, parce qu'il est malade, il a déjà perdu un œil, il est tuberculeux, donc c'est pas quelqu'un qui est en très bonne santé. Donc il le libère, il le met en résidence surveillée, mais les bandes continuent à quitter le pays. Donc les bandes magnétiques, il arrive à avoir des réseaux qui font sortir les bandes du pays, et finalement on va s'en débarrasser en le faisant partir. Et donc, c'est Jean-Jacques Schreiber qui vient avec son avion personnel, et on lui met Theodorakis dans les bras, après quand même une mobilisation internationale des artistes, où vous avez aussi bien Leonard Bernstein que Charles Aznavour qui signent pour cette... voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient une des figures de l'opposition de l'exil. Et donc, avec Mélina Mercouri et d'autres... Avec Andreas Papandreou, qui lui aussi a été libéré sur pression internationale, et avec Mélina, qui n'a jamais eu de position politique avant les colonels, mais qui va devenir une icône de cette résistance extérieure. Alors, on va voir maintenant le deuxième archive de cette soirée. C'est le retour, donc en 1974, de Theodorakis sur sa terre natale. Ça, c'est l'arrivée à l'aéroport. En délire, des milliers d'Athéniens sont venus accueillir à l'aéroport de la capitale grecque leur héros national, le compositeur Mikis Theodorakis, qui rentrait de Paris. Ce fut une grande explosion de joie, la même qui a accueilli l'annonce du retour de M. Karamanlis à Athènes. Place de la Constitution face au Parlement grec, les policiers n'ont pas osé endiguer la vague des jeunes et des moins jeunes qui manifestaient leur enthousiasme à la suite du départ des généraux. Ce n'est peut-être pas encore la Grèce de Byron qui sacrifia ici à la cause de l'indépendance grecque sa vie voici 150 ans à Missolonghi, mais c'est une Grèce ardente et jeune, une Grèce qui se pressait comme aujourd'hui à l'aéroport d'Athènes dans l'attente de Theodorakis et des exilés politiques qui rentrent peu à peu. Les cris de « Abat la tyrannie, vive la démocratie » ont retenti devant le Parlement où se rendaient les hommes politiques évincés du pouvoir par les colonels en 1967 et que d'autres officiers, impuissants devant la crise économique et la négociation politique qui s'amorce à Genève, ont maintenant rappelé. 8 ans de dictature militaire s'achèvent. La Grèce redécouvre les libertés les plus fondamentales. La joie éclate.
Otan Sfinkuntoye. Parce que Emmanuel Laurentin est un grand spécialiste de la musique grecque et il la connaît parfaitement. Non, un tout petit peu. En tout cas, celle-là, oui. Donc, si on entend ces gens chanter, et si on dit dans ce reportage de 1974 qu'on trouve une Grèce ardente et jeune, il faut peut-être revenir sur cette dernière année qui précède la chute des colonels, l'année 1973, où justement, on voit une Grèce ardente et jeune tenir tête aux colonels. Qu'est-ce qui se passe à l'école polytechnique ? C'est pas seulement à l'école polytechnique, c'est-à-dire que je pense que il n'y a pas eu de résistance massive à la dictature. Ça, c'est un fait. Et qu'on soit de gauche ou de droite, il faut l'admettre. Il n'y a pas eu une résistance massive comme il y en avait eu pendant la guerre à l'occupation. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'actes héroïques de résistance individuelle. On ne peut pas ne pas parler de Panagoulis qui a essayé d'assassiner Papadopoulos. Malheureusement, sa bombe a éclaté avec un petit décalage et il a raté le cortège de Papadopoulos. Mais c'était tout de même. Mais c'est un acte complètement isolé. Panagoulis n'est pas un homme embrigadé quelque part dans un mouvement politique. C'est un acte isolé. Et tous les actes de résistance que je connais dans la plus grande, en général, dans la plus grande majorité, ce sont des actes individuels ou le fait de tout petits groupes, c'est-à-dire les vrais grands actes de résistance. Et ces gens-là se font arrêter et se font horriblement torturer. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un emploi de la torture qui a été généralisé et qui a été terrible. Quand l'autre jour, je parlais à un ami et je lui disais, bah oui, il y avait la terrasse de Bouboulina. Ah, il m'a dit, et ça, c'était pire. Je veux dire, on ne savait pas lequel était le pire. La terrasse de Bouboulina, c'était justement un lieu de... c'était un lieu de torture épouvantable. Et Bouboulina, c'est juste derrière le musée archéologique. Et donc, c'était en plein centre d'Athènes. Et cette terrasse, ici est passé des choses. Il y avait la police militaire qui était tout près de l'ambassade américaine. L'ambassade, oui, et Atessa, c'était pas loin de l'ambassade américaine. Et donc, ces jeunes de l'école polytechnique... Non, ils ont, en 1973, l'agitation au sein des universités commence à se concrétiser, à se cristalliser vraiment en un mouvement plus général. Et ça commence en mars 1973 à l'école de droit, à la faculté de droit. Et là, il y a eu une répression terrible. Mais les étudiants montent sur la terrasse de l'école de droit, prononcent des slogans révolutionnaires, Kato et Hunda, Abat la junte, etc., etc. Et là, ça s'est très mal terminé pour eux. Les arrestations ont été vraiment multiples, ça s'est très mal terminé. Mais le mouvement continue dans les facs et à l'école polytechnique en novembre, à partir du 14 novembre. Et la révolte commence à vraiment devenir très générale et l'occupation de l'école polytechnique est réalisée à ce moment-là. Ce qui est étonnant et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on y était tous les jours, enfin on passait notre temps dans la rue autour, moi je ne suis pas à l'intérieur mais autour, c'est que les colonels n'ont pas saisi à quel point cette révolte pouvait aboutir. Ils avaient massacré les étudiants de la faculté de droit, donc ils pensaient qu'il se passerait la même chose. Mais à l'école polytechnique, ils avaient une radio. Et cette radio diffusait... Edo Polytechnio. Voilà. Et ici Polytechnique. Oui. Et il y avait un slogan qu'ils diffusaient sans arrêt, du psomi PDA Eleftheria, c'est-à-dire du pain, éducation, liberté, qu'ils criaient. Et puis, il y avait des filles qui se relayaient avec des voix très émouvantes, etc. Et qui parlaient sans arrêt. Et cette radio a créé une espèce de sentiment général, vraiment. Ouais. De ras-le-bol. Oui. Et ça, je pense qu'ils n'avaient pas compris à quel point ça pouvait. Et l'autre chose que j'ai vue à ce moment-là, c'est que des gens qui n'avaient jamais été dans un parti politique, qui n'étaient même pas toujours de gauche, j'ai vu des petites dames arriver avec des petits sacs plastiques et donner de la nourriture entre les grilles de l'école aux étudiants, des gens qui s'attaquaient aux flics qui les empêchaient de circuler, alors que c'était vraiment pas des militants politiques. Donc là, ils n'ont pas compris à quel point il y avait eu une mobilisation aussi de la population. Et puis, il y a eu cette ligne de sang qui était évoquée tout à l'heure par Françoise Armanitis, Olivier Delorme, c'est qu'effectivement, on fait rentrer un char
AMX de l'armée française, enfin, du moins vendu Non, par vendu les par la Français, vendu par les Français, je m'exprime mieux, vendu par les Français à l'armée grecque, on vend ce char-là, et c'est ce char-là qui va casser les grilles de Polytechnique et faire rentrer l'armée à l'intérieur de Polytechnique. On dit 100 morts, c'est ça, Olivier Delorme? Oui, oui, alors... Moi, je disais 75 morts. Oui, on n'a eux, jamais on dit su. 20 morts. On n'a jamais su. Le régime a donné 23 morts. Moi, j'ai jamais osé aller au-delà de 75 morts. Les estimations vont jusqu'à 100, on n'en sait rien et on n'en saura jamais D'autant rien. plus que les gens enterraient, quand Ouais. des jeunes avaient été tués, ils l'enterraient dans des cimetières périphériques pour que la famille ne soit pas pénalisée, parce que la dictature continuait. Ça n'a pas été la chute de la dictature le 17 novembre, n'est-ce pas? C'est un ébranlement fondamental de la dictature qui va s'effondrer dans l'affaire chypriote. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette dictature n'a jamais trouvé aucun équilibre institutionnel. C'est-à-dire que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que cette dictature n'est pas un régime fasciste achevé. Il n'y a pas de parti de masse, il n'y a pas de leader. Papadopoulos est un chef, mais c'est un chef qui n'a aucun charisme. Quand on entend parler, c'est vrai. Sa voix fait rigoler tout le monde. Enfin, Patakos est surnommé le clown. Je veux dire, il n'y a pas de leader charismatique qui se dégage. Il n'y a pas de parti de masse. Il n'y a pas d'organisation de masse. Et il n'y a pas de stabilité institutionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux sur ce que doit être le régime et ce qu'il doit devenir. Le roi, d'ailleurs. Alors, le roi tente un contre-coup d'État Lamentable. totalement improvisé à la fin de 67. Il est contraint de partir pour l'Italie. Et donc, comme ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, on va avoir une monarchie sans roi jusqu'en 73. Et même Papadopoulos va se proclamer régent. Voilà, alors il y a un régent, et puis à un moment, il juge qu'il n'a pas assez de la présidence du Conseil des 2 ou 3 ministères dont la défense qu'il occupe, et donc il devient régent en plus. Et puis en 73, il organise un plébiscite. C'est mon premier voyage en Grèce, donc c'est aussi un souvenir là de témoins. Donc il y a ce plébiscite dans lequel on consulte soi-disant les Grecs pour savoir s'ils veulent encore la monarchie ou s'ils veulent passer à la République façon Papadopoulos, c'est-à-dire une république autoritaire avec un président élu par plébiscite. Et dans le même vote, Papadopoulos se fait élire. Mais immédiatement après, il met en place une vague libéralisation qui mécontente une partie de la junte. Donc en même temps qu'il y a Polytechnique, c'est-à-dire la contestation du dehors, il y a une contestation du dedans. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'être trop mou. Et donc ceux qui vont lui succéder, après Polytechnique, Ioannidis et là, ils sont pas mous du tout. Et Gizikis, le mettent de côté parce qu'il va de ce côté-là. Non, ça allait beaucoup plus loin que ça. Il avait un plan de semi-libéralisation de l'État autoritaire, plan qui avait déjà été, enfin, qui comportait l'introduction dans un gouvernement toujours pseudo-libéral de Marquesinis, qui était un ancien ministre de droite, mais ce que nous sommes absolument forcés de constater, c'est que ce plan avait séduit un certain nombre d'hommes politiques résistants de gauche, en particulier issus des 2 partis communistes, parce qu'il y a 2 partis communistes en Grèce, il faut savoir. C'est une particularité. À partir de 68. Depuis 68, il y a le Parti communiste dit de l'extérieur, qui est stalinien et dont le secrétaire général se trouve à Moscou, et le Parti communiste dit de l'intérieur, parce que les gens sont sur place. Et la scission a eu lieu en 68 dans des conditions scissionnistes. Et donc, c'était... pas follement intéressante historiquement, mais c'est
en fait... Et donc certains hommes de Au gauche... moment de l'intervention de Certains hommes de gauche, Tchécoslovaquie. et moi j'en ai rencontré beaucoup, y compris des jeunes, de l'organisation Ligas Fereos, auquel j'ai parlé la semaine dernière, et qui m'ont dit c'est vrai parce que est une on ne organisation croyait pas à la chute de la dictature par la révolution. Ça, les Grecs, ils avaient déjà donné et ils n'y croyaient pas. Personne n'y croyait à une révolution violente qui permette de se libérer de la dictature. Donc, ils pensaient qu'après tout, une espèce d'entrisme dans un gouvernement semi-autoritaire permettrait de rétablir certaines, par exemple le droit d'association, le droit de fonctionner syndicalement, le droit, etc. D'un retour par étapes vers... Il y a eu un retour par étapes. Il y a eu cette illusion. Il y a eu cette illusion et elle a été partagée par beaucoup de Et pas de chance parce qu'il parie sur le mauvais cheval. Et pas de chance parce que... Après Polytechnique, Papadopoulos s'est viré. Est viré, mais ça a été extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire parce que Polytechnique, c'est donc le 17 au soir. La répression. Bon, la répression de Polytechnique, c'est le 17 au soir, puis ça continue, il y a une situation terrible depuis 17 novembre 73. le 17 novembre. Et pendant ce temps-là, alors qu'on croit que c'est fini et que ça recommence comme avant, Ioannidis, tout d'un coup, moi j'étais à la maison avec 2 journalistes, un anglais et un italien. Et tout d'un coup, à minuit, on entend de nouveau des tanks dans la rue. Et on se dit, mais qu'est-ce que viennent faire des tanks? Il n'y a pas de raison, le pouvoir est rétabli, etc. Et l'anglais s'en va à son hôtel qui était le Place Syntagma, et il me téléphone et me dit, François, c'est un contre-coup d'État, on ne sait pas encore qui c'est, mais il y a plein de tanks à Place Syntagma, qui est au centre de la ville. Donc c'est un contre-coup d'État et le lendemain on a... Il faut dire aussi que dans la période qui a précédé Polytechnique, il y a eu une tentative de coup d'État venant de la marine et de l'aviation, oui, liée aux Karamanlistes, enfin à Averov qui est lui-même lié à Karamanlis. Karamanlis qui est donc... Qui est à Paris. Qui est à Paris, qui est à Paris en exil depuis avant le coup d'État des colonels. parce qu'il s'est disputé avec le palais. Il s'est disputé avec le palais et donc il est d'ailleurs parti sous une fausse identité parce qu'il avait peur pour sa vie. Et donc il y a cet exil-là. Il y a un exil libéral aussi. L'ancien gouverneur de la Banque de Grèce, Zolotas, refuse de rester à sa chaire à l'université d'Athènes. Hélène Vlachou, qui est patronne d'un grand groupe de presse libéral, s'est enfui de Grèce et mène campagne contre les colonels depuis l'extérieur. Donc si vous voulez, il y a un grand éventail d'opposition politique à cette junte. Alors justement, on va regarder le 3e extrait de notre sélection d'archives par l'INA ce soir. Donc eh bien, c'est après la chute de ces colonels et c'est le retour en 1974 de ce fameux Constantin Karamanlis qui va devenir le chef de l'État, donc immédiatement après la chute des colonels. On regarde ce reportage. Et RQT. Et RQT, ça veut Nous dire sommes qu'il arrive. ici dans une des salles du Parlement grec où les ministres nommés par M. Karamanlis, les derniers ministres du cabinet élargi, viendront prêter serment dans quelques instants devant l'archiprêtre d'Athènes. On s'étonnait de voir qu'aucune personnalité de gauche n'a encore été nommée dans le cabinet de M. Karamanlis et parmi les nouveaux ministres, il faut bien le dire, on ne trouve que d'anciens collaborateurs des précédents gouvernements de M. Karamanlis jusqu'en 1963. On ne passe pas facilement de la dictature à la démocratie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'armée a passé la main aussi. Pour l'instant, tout le monde reste en place. La marge de manœuvre de M. Karamanlis semble assez limitée. Pas d'épuration, pas de poursuite judiciaire, en somme, une coexistence qui s'annonce difficile entre le peuple grec et les tyrans détrônés. Pendant ce temps, face au Parlement, de jeunes nationalistes grecs manifestent contre l'invasion de Chypre par les Turcs, mettent la Grande-Bretagne en demeure de quitter l'île et militent en faveur de l'Énosis sous l'œil bienveillant de la police qui n'intervient que pour chasser quelques contradicteurs. M. Karamanlis a formé un gouvernement, mais il n'a pas pratiqué l'ouverture à gauche
souhaité par une grande partie des masses ouvrières et paysannes. On le lui reproche déjà, tout en souhaitant des élections très rapides. M. Karamanlis a d'ailleurs reconnu qu'il n'était encore qu'un président du Conseil appelé par des militaires incapables de faire face à une crise nationale, mais qui n'avait pas été élu par le peuple grec. Toutes ces contradictions ne feront que compliquer sa tâche dans l'immédiat, car il lui faut régler l'affaire de Chypre et restaurer la démocratie, sans pourtant oublier de résoudre la grave crise économique qui sévit en Grèce. Dans les grands marchés populaires d'Athènes, les prix suivent une courbe ascendante que personne ne peut enrayer. Dans les campagnes, la situation n'est guère plus brillante. L'euphorie des premiers jours qui ont suivi le départ des militaires retombe peu à peu. Athènes respire et s'interroge. Le Parlement, symbole de la démocratie grecque, n'est toujours qu'un vaste édifice désaffecté. La Grèce, mère de toutes les démocraties, doit réinventer, retrouver en elle-même ce qu'elle avait donné au monde. Tous les clichés. Ça, on leur fait à chaque fois. La Grèce, mère de toutes les démocraties, donc ils en ont un peu assez. François Zarvanitis, il faut quand même expliquer ce qu'est cette affaire de Chypre et pourquoi... Et surtout ce qu'a été le coup d'État de Ioannidis. Parce que ça n'est pas un coup d'État intérieur seulement, c'est un coup d'État qui doit se prolonger à Chypre. Où à Chypre, l'archevêque, l'ethnarque Makarios, qui est le chef de l'État chypriote, qui est une grande personnalité dans les années 60 et 70, grande personnalité, reconnue, qui rencontre évidemment le pape Paul VI à certains moments. Et haï des Anglais. Voilà. Donc, qu'il l'appelle non aligné. Et les Américains l'appellent le Castro de la Méditerranée. Et les Anglais l'appellent The Red Bishop. Donc, il n'était, je crois, ni l'un ni l'autre. Mais enfin, c'est vrai qu'il était une personnalité un peu ambiguë, comme souvent les archevêques. Et donc... J'espère qu'il n'y a pas d'archevêque dans la salle. Il jouait un peu sur... Mais ce qui s'est passé à ce moment-là était terrible, parce que Ioannidis a pensé qu'il fallait renverser l'archevêque, qui est donc menait une politique progressiste, et puis qui menait une politique à Chypre, en tous les cas, dont la Grèce n'avait pas à s'occuper normalement. Et il a fomenté un coup d'État à Chypre avec un alter ego chypriote qui s'appelait Samson et qui était un ancien des milices, mais ça c'est très difficile d'entrer dans tous les détails, qui était Grevas, enfin c'était... On n'en sort pas, exactement. Donc, enfin, mais en tous les cas... On comprend que c'est jamais 203 avec Ioannidis. Ouais. On a fait 2 coups d'État réussis, on va en tenter un 3e à Chypre. On va en tenter, et là on rate complètement son coup, parce que au moment de la chute de la dictature, quand Ioannidis donc tente son coup d'État, il s'aperçoit qu'il faut envoyer l'armée grecque à Chypre. Donc il procède à une mobilisation générale. Et cette mobilisation a été un fiasco que personne ne peut imaginer après 7 ans de dictature militaire. Moi, j'ai vu des gens qui avaient reçu un uniforme mais qui étaient encore en sayonnares, en sandales. Il y avait, certains avaient un pantalon, mais ils n'avaient pas de chemise, n'avaient pas d'armes. On ne voulait pas armer certains citoyens parce qu'ils étaient de gauche et qu'on avait peur qu'ils se servent des armes contre le pouvoir. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'absolument incroyable, le fiasco de la mobilisation. Le fiasco de la mobilisation est le résultat de la gestion de l'armée par la dictature. C'est-à-dire que n'ont été promus pendant la dictature que des militaires, que des sous-officiers, clients des gens qui étaient au pouvoir et qui étaient d'une incompétence totale. Donc au moment où intervient la mobilisation est un échec complet. Et c'est ça qui va faire tomber. Alors c'est ça qui fait tomber, parce que c'est pas ça qui fait tomber directement, mais c'est indirectement, parce que le coup raté, en plus le coup de Chypre est un coup raté, c'est-à-dire que Makarios n'est pas tué, contrairement à ce qu'on espérait. Il arrive à s'échapper du palais. Il arrive à s'échapper, il trouve refuge sur une base anglaise et quelques jours plus tard, il est à Londres, d'où il appelle à la résistance contre la junte chypriote. Il faut quand même dire que Chypre, à ce moment-là, est un État indépendant, mais qui a des gros problèmes interethniques depuis 1963, qui ont été largement instrumentalisés par les Anglais
qui ne voulaient pas partir et qui, en partant, comme ils savent si bien le faire dans beaucoup d'endroits... Pas d'anglais dans la salle, j'espère, parce qu'après les archevêques... On dressait les deux communautés l'une contre l'autre. Donc, du coup, les deux communautés vivent séparées, mais les turcophones vivent dans des enclaves. Et donc, le statut de Chypre est garanti par un traité dans lequel la Grèce, l'Angleterre et la Turquie sont garantes du statu quo. Or, le coup d'État modifiant le statu quo, la Turquie prend le prétexte de dire notre communauté est menacée, ce qui n'est pas le cas, parce que le coup d'État est une affaire gréco-grecque. Enfin, chypriote grec. Donc, mais le gouvernement d'Ankara, dans lequel il y a des ultranationalistes, et notamment dont le vice-président est le colonel Türkeş, qui dirige les milices d'extrême droite, l'Ougrie, etc., prennent prétexte de cette intervention, de cette tentative de coup d'État raté, pour intervenir militairement à Chypre et occuper en deux vagues successives, une avant l'arrivée de Karamanlis, une après l'arrivée de Karamanlis, le tiers de l'île, et procéder à une purification ethnique. Et à une partition. Oui, plus qu'une partition, c'est-à-dire qu'on va chasser tous les Grecs qui habitaient le nord et on va faire venir tous les Turcs qui étaient au sud. Donc c'est-à-dire un échange de population, voilà, comme on a pu en connaître après la Première Guerre mondiale. Un échange de population à chaud. Exactement. Et donc, ce qu'on voyait dans l'archive, c'est effectivement qu'il y a deux choses qui se mélangent à Athènes dans ce moment-là. Il se mélange la haine de la dictature et la haine du régime qui conduit à l'intervention turque et à la défaite grecque à Chypre. C'est-à-dire que, y compris sur le plan patriotique, les colonels apparaissent comme responsables d'un fiasco national. Ils sont responsables. Évidemment, ils sont, mais ils apparaissent sur le coup. Et les gens sont Les gens sont très sensibles à ça. Et c'est tout de même, c'est-à-dire, il faut dire que la libération de la dictature s'accompagne d'une honte, que l'on doive sa libération à la catastrophe chypriote. Et ça a été très sensible. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est la junte qui fait appel à Karamanlis. C'est-à-dire que comme la junte se sent totalement... Non, ils s'en vont, les colonels s'en vont. Oui, il y a une vacance du pouvoir. Ils vont transmettre... Ils se restent, mais ils mais réunissent les chefs. Ça aurait pu être d'autres forces qui interviennent. Or, si c'est Karamanlis qui ramasse à ce moment-là le pouvoir, c'est les hommes politiques d'avant. Il y a deux raisons. D'une part, parce que il est contacté par la junte, et notamment par le général Gizikis, je crois qu'on a prononcé son nom, qui lui demande de revenir pour reprendre les choses en main. Non, mais bien sûr. Mais la demande vient du côté de la dictature, enfin des gens de la dictature, qui Karamanlis vient, et deuxièmement que Karamanlis peut arriver vite, et il arrive vite grâce à l'avion que le président de la République française de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, alors en fait, moi j'ai eu une version d'un témoin que j'ai interviewé jadis. Il semble plutôt que la décision a été celle du secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était Geoffroy de Courcelles, l'ex-chef de cabinet qui a mis, en tout cas, l'avion présidentiel français à la disposition de Karamanlis. Et Karamanlis arrive, donc tu disais tout à l'heure, il revient à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport dans la nuit du 23 au 24 juillet. Il arrive le 24 juillet parce que le 23 est un mardi. Et que le mardi, c'est le jour de la chute de Constantinople, et qu'en Grèce, ça porte malheur. Donc il prend bien soin. J'avais dit que les dates étaient importantes. De n'arriver que le matin du petit matin du mercredi. À 4h du matin. Et à partir de ce moment-là, il va mener une transition démocratique
tambour battant, contrairement à ce qu'on dit ici. Oui, exactement. Moi, je me suis tout à fait opposée à cet extrait Alors, parce que ça a été au contraire mené, mais très rapidement. Les beaucoup mesures plus qu'il a rapidement prises par ont cette été, mais ont absolument été radicales et immédiates. Immédiate. Tout à fait C'est-à-dire que d'accord. J'ai renoté tout à l'heure, parce on a prévu l'archive, donc je me suis dit quand même, qu'est-ce qu'il raconte? Et donc je suis allé reprendre les dates. Et donc, si vous voulez, tout ça va très très vite quand vous regardez notamment le parallèle avec la transition espagnole ou la transition portugaise. Oui, parce que ça prendra beaucoup plus de temps. Mais justement, et ça va tellement vite qu'on va passer la dernière archive. C'est un an après, c'est en 1975, un an en 2 minutes. C'est très rapide. Et vous allez voir justement l'interview de Constantin Caramanlis qui est grandi, blanchi, reconnu, qui va être... Mais qui a pris 3 mesures absolument essentielles. Puisque pour la première fois, il a légalisé le Parti communiste, ce qui ne s'était jamais produit. Pour la première fois, le Parti communiste va faire partie de la sphère politique légale en Grèce. Il a sorti la Grèce de l'OTAN provisoirement. Exotonato. Pour 2 ans, de l'organisation militaire de l'aile, etc., de l'OTAN. Il ne sort pas de l'Alliance Atlantique. De l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique. Et ce sont des mesures qui ont énormément satisfait l'opinion et qui ont été vraiment, vraiment essentielles. Alors on le voit en 1975, c'est donc quasiment un an après son retour. Un an après son retour, on est en septembre 1975. Il est interrogé par le journal d'Antenne 2. Et il a organisé un référendum qui a abouti à la chute de la monarchie définitive et à régler, comme il l'a dit, la question de régime qui pourrissait la vie politique grecque depuis le début du siècle. On l'écoute. Il a une voix En une année, nous avons pu établir une démocratie saine et solide. Le peuple a été appelé aux urnes à 3 reprises. Une fois pour élire les membres de l'Assemblée nationale, une fois pour le référendum qui trancha nettement entre la démocratie couronnée et la République, une question qui avait bouleversé le pays pendant plus de 60 ans. Et une 3e fois pour choisir librement ses autorités municipales. En outre, en 5 mois, le pays a pu acquérir une nouvelle constitution, tout à fait moderne, une constitution qui répond tant aux besoins spécifiques du pays qu'aux conditions de notre temps. C'est-à-dire, nous avons pu établir un État à structure et à fonction purement démocratique, et ceci sans bouleversement, un fait qui est hautement apprécié. Après avoir gracié les chefs de la dictature militaire qui avaient été condamnés à mort, votre gouvernement a été attaqué tant par la droite que par la gauche. Pourquoi les avoir graciés ? Le gouvernement a jugé bon de recommander la non-exécution de la peine de mort, car il considère que le sang ne peut pas être le fondement de la démocratie. En outre, l'exécution d'une peine de mort est impensable à notre époque. Alors voilà une figure intéressante, Françoise Aranitis et Olivier Lelambe. C'est celle d'un homme qui, quand il quitte la Grèce en 1963 ou 64... est un politicien grec et qui revient en homme d'État. Voilà, c'est quand même étrange. Vraiment... Parce que quand on vous voit... Allez, vous avez des opinions plutôt à gauche et vous voyez cet homme qui vient de la droite, en l'occurrence François Aranitis, nous sommes d'accord tous les deux là-dessus. Vous voyez un homme qui vient plutôt de la droite et il y a une sorte de respect pour le personnage. Oui, parce que d'abord parce qu'il a immédiatement agi. Parmi les choses qu'il a faites qui ne sont pas des mesures importantes nationales, mais très importantes politiquement, il a créé un parti qu'il a intitulé la Nouvelle Démocratie. Néa-démocratie. Et pour vous montrer à quel point lui est innovateur par rapport aux autres de son clan et des anciens politiciens grecs de droite, par exemple. Moi, j'étais allé aux assises de la Nouvelle Démocratie, ça se passait en Chalcidie. Caramanlis était arrivé comme le sauveur en hélicoptère, là au milieu de ses troupes, c'était formidable. Moi, j'avais eu une discussion avec un des membres de son gouvernement qui m'avait dit, mais écoute,
tout ce cirque, à quoi ça sert un parti puisqu'on a le pouvoir. Voilà. Donc eux étaient restés sur un ancien modèle. Sur un ancien modèle, alors que lui, au contraire, avait soigneusement lu les mémoires de De Gaulle, car je crois que son modèle, c'est vraiment le modèle gaulliste. Oui, alors vous qui avez travaillé longtemps à la Fondation Charles de Gaulle, Olivier Delorme, vous pouvez en parler et surtout dire, par exemple, que ça n'est pas un fils de ces familles qui se transmettent habituellement le pouvoir. Certes, il a créé une dynastie, puisque son fils lui-même est devenu un homme politique grec, mais en l'occurrence, ça n'est pas un fils de famille. Il vient d'une famille plutôt modeste et il n'était pas... L'homme est intéressant. D'abord, c'est un Macédonien, ce qui est en Grèce, c'est-à-dire c'est un grec de fraîche date. Il raconte Genevois a fait sa biographie dans les années 60. Maurice Genevois. Il raconte que petit, il raconte à Genevois qu'il soulevait la trappe dans laquelle son père cachait les armes pour lutter contre les Ottomans. Donc si vous voulez, c'est un homme qui vient de cette Grèce du Nord, qui vient d'un milieu modeste, qui est engagé à droite dès les années 30, mais dans une droite modernisatrice. C'est-à-dire que il va pas être comme toute une partie de la droite collaborateur. Bon, c'est pas un grand résistant non plus, mais il a autour de lui des gens qui sont dans la résistance, qui réfléchissent à ce que pourrait devenir la Grèce d'après-guerre dans un sens de modernisation sociale, économique, politique, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui sort du moule traditionnel de la droite grecque. Et c'est quelqu'un qui alors moi c'est une grande question historiographique en Grèce. Hein. On dit il y a deux Karamanlis. Il y a le Karamanlis d'avant et le Karamanlis d'après. Moi, je pense qu'il y a une unité de l'homme, c'est-à-dire que je pense que dès les années 60, il est bridé par lui-même d'abord, mais également par le contexte politique dans lequel il évolue, mais que dès cette époque-là, on voit bien qu'il y a une volonté de normalisation de la vie politique grecque sur un mode occidental. Et alors en 1974, quand il revient, d'abord il a passé 10 ans à Paris, il a vu ce que c'était qu'une vie démocratique et parlementaire, et il est à ce moment-là vraiment convaincu qu'il faut deux choses: moderniser la droite grecque pour en faire une droite normale, pas putschiste, pas monarchiste, avec une droite qui va construire l'État social que la Grèce n'a pas construit après la guerre, parce que la guerre civile, ce qui est un problème parce qu'elle l'a construit à contretemps en période de crise économique post-premier choc pétrolier, alors que nous l'avons construit dans une période de prospérité. Donc là, il y a un premier problème. Mais il modernise cette droite, et c'est très important ce qu'il dit quand il dit un État à structure et à fonction démocratique. C'est-à-dire qu'il pense que dans les années 60, la Constitution était une constitution d'apparence démocratique, mais de régime autoritaire. Et la Constitution qu'il va donner, ou que les gens qui sont autour de lui vont élaborer en 1974, est une Constitution qui a deux modèles. Il se trouve que quand j'étais à l'Institut Charles de Gaulle, on a fait un grand colloque en 90 à l'occasion de la naissance de Gaulle, et qu'on l'a interviewé là-dessus. Et il nous a dit, moi j'avais deux modèles institutionnels, c'était la Ve République française et la Constitution allemande. Et donc, c'est sur ces deux modèles-là qu'on a travaillé. Et puis, il y a un autre horizon très précoce chez Constantin Karamanlis, c'est l'horizon européen. Il discute déjà dès les années 60, alors qu'il est au gouvernement avec De Gaulle, sur la possibilité ou pas de faire entrer la Grèce en associé au processus européen. Et en l'occurrence, il va être celui qui va faire rentrer la Grèce, grâce en particulier à Valéry Giscard d'Estaing, faire rentrer la Grèce dans l'Europe. Qui a fait accélérer le processus.
les Français sont quelquefois amusants et je n'oublierai jamais la phrase il est mort, alors je ne veux pas citer son nom, mais d'un ancien ministre des Affaires étrangères français qui m'avait dit, mais ma pauvre amie, qu'est-ce que vous voulez, la Grèce représente à peine 1% de l'économie européenne, à ce prix-là, on peut s'offrir l'acropole. Phrase prononcée, je vous assure, telle quelle. Bon, mais Karamanlis, ce n'était pas ça. Karamanlis pensait que vraiment la Grèce avait sa place dans l'Union européenne et il a tout fait pour l'obtenir. Mais son amitié avec Giscard a été déterminante. Les deux traités, la Grèce est le premier pays associé, c'est le premier pays à signer un traité d'association, et c'est Karamanlis, première manière, qui signe ce traité d'association avec l'appui du général de Gaulle. Il y a un très long passage, il y a des lettres dans les notes et carnets où de Gaulle vraiment intervient en disant les autres Européens n'en veulent pas, mais il le faut, c'est absolument indispensable. Et la même chose, donc l'accord d'association est mis entre parenthèses pendant la dictature des colonels, il est remis en vigueur en 1974 au retour de la démocratie, et la Grèce est le pays qui adhère, dont le processus d'adhésion est le plus rapide. Hein. C'est-à-dire qu'elle adhère 5 ans avant l'Espagne et le Portugal. Alors, ça fait 1h25 qu'on discute autour de cette question de la chute des colonels. Juste peut-être quelque chose pour vous donner juste des repères chronologiques sur la transition, pour vous montrer à quelle vitesse ça va. Hein. 23, donc retour de Karamanlis le 24 juillet. 23 septembre, c'est l'abrogation de la loi de nécessité 509 de 1947 qui interdisait le Parti communiste. Donc 2 mois après. Rétablissement de la Constitution de 1952 immédiate, élection libre dès le 17 novembre. Il a choisi la date parce qu'elle était symbolique. Référendum sur la monarchie le 8 décembre, qui donne 75,51% de participation et 69,8% de oui. 9 juin 1975, l'adoption de la nouvelle Constitution, procès des colonels au printemps-été 1975, procès télévisé. Alors, il faudrait dire quand même quelque chose sur la grâce dont il parle. Et puis, législatif selon la nouvelle Constitution en 1977. Donc, vous voyez que tout ça va très vite. Alors, sur le procès... Françoise Vergniaud. D'abord, je dis les sentences et puis je te laisse parler sur le vécu. C'est quand même un des rares pays où des dictateurs sont jugés. Ils sont jugés très vite, ils sont condamnés pour les plus importants à mort, graciés pour la peine de mort parce que Karamanlis... Mais en prison à vie... Mais ils sont emprisonnés jusqu'à leur mort. C'est-à-dire ils n'ont jamais été libérés. Ils n'ont jamais été libérés. Papadopoulos est mort en prison, Ioannidis est mort en prison, et le dernier des colonels est mort il y a 2 ans, je crois. Oui, d'ailleurs, l'opinion ne s'en balise pas du tout. Sauf Patakos. Non, le procès a été quelque chose d'extraordinaire. Le procès des colonels, c'était fantastique. C'était dans la prison de Korydallos. Ils ont donc été condamnés. Le procès a été tenu d'une façon exemplaire par un procureur qui a été d'une dignité et d'un calme absolu. Et vraiment, c'est un procès qui a été parfait. Ce que, par exemple, les Espagnols n'ont pas fait du tout, puisqu'ils avaient choisi le choix de l'amnésie, alors que ni les Portugais, et il n'y a que les Grecs qui l'ont mené à bien. Alors, les condamnations étaient particulièrement sévères, parce qu'il y avait haute trahison, n'est-ce pas ? La peine principale, c'était le motif principal, c'était haute trahison. Donc c'est pour ça que ça légitimait un verdict de peine de mort. Alors, qui veut poser une question, réagir aux interventions très vives de nos invités ce soir autour de cette présence des colonels en Grèce et également de leur chute? On va vous passer le micro.
Merci, bonsoir. Vous n'avez pas du tout énoncé la position de l'Église durant cette période de dictature des colonels. Alors, Très bonne question. L'Église est épurée. Merci. L'Église est épurée dès le début des colonels. Alors d'abord, l'Église en 67 est très affaiblie par toute une série de scandales de mœurs et financiers. Donc elle n'est pas en position, de force. Les colonels vont forcer l'archevêque d'Athènes à la démission et vont le remplacer par Un homme à l'ombre. par un archiprêtre qui n'a pas du tout le rang requis pour devenir archevêque d'Athènes, mais qui est de leur bord. Ils vont réorganiser toute l'Église et cet archiprêtre vient alors pas d'une secte, mais d'une association très réactionnaire à l'intérieur de l'Église qu'on appelle la Zoé, la vie, dont Patakos, un des chefs de la junte, est également membre. Et la Zoé, si vous voulez, c'est une tendance très, on dirait aujourd'hui, intégriste dans l'Église. Donc il va y avoir, pendant toute la dictature, une mise à l'écart des prélats qui étaient avant. Et il va y avoir dans l'Église une résistance. L'évêque de Thessalonique, qui n'est pas du côté des colonels et qui volontiers parle de son ami Johnson, il a des relations personnelles, est mis en résidence surveillée dans son palais épiscopal. Et à la fin, Ioannidis dépose, donc dans la dernière phase de la dictature, Ioannidis dépose l'archevêque qui a été nommé par Papadopoulos au début, et il fait nommer un autre archevêque qui va rester jusqu'au début des années 2000. Et il y a, à partir de ce moment-là, dans l'Église de Grèce, une lutte d'influence entre les deux courants. Le courant des prélats nommés pendant la junte et le courant des prélats nommés après la junte. Voilà. Une question de monsieur. Allez-y, vous avez un micro. Vas-y, monsieur. Bonsoir. Voilà, au tout début de votre exposé, vous avez dit que quand Karamanlis est parti en 1963, il y a un parti, Union du Centre, qui a été élu et qu'il devait se représenter en 1967. En 1974, quand Karamanlis revient, il fonde un parti Nouvelle Démocratie. Je voulais savoir si l'Union du Centre a pu de nouveau jouer un rôle politique dans la Grèce post-1974 ou s'il a été englobé dans le parti Nouvelle Démocratie. Non, elle n'a pas été englobée dans le parti Nouvelle Démocratie, mais elle s'est dissoute puisque, je vous disais tout à l'heure que l'Union du Centre, elle était républicaine. Elle était fondée sur la lutte contre la monarchie. Il n'y a plus de monarchie et elle perd tout de même son cheval de bataille principal dans sa place, cette grosse, très forte légitimité politique dans l'opinion. Et puis, au moment de la chute de la dictature, apparaît un nouveau parti, le PASOK, qui provient d'un mouvement de résistance, le PAC, qui était en Allemagne d'ailleurs, et qui a pour leader Andreas Papandreou, qui avait eu une carrière politique qui avait commencé avant la dictature. Ce parti a pris tellement d'importance, tellement vite, c'est-à-dire que les pourcentages sont de ces électeurs aux 3 élections dont parlait Karamanlis tout à l'heure, c'était passé de 7% à 23% et de 23% à 49%. Je veux dire, ça a été une très très rapide ascension politique. Et donc l'Union du Centre n'avait plus de place. Si vous voulez, l'Union du Centre se reconstitue en 1974 et elle est présente aux premières élections de 1975. Elle fait 20,42% et elle obtient 60 sièges sur 300, alors que la Nouvelle Démocratie fait 54,37% des voix
et obtient 220 sièges sur 300. Donc à la sortie de la dictature, l'Union du Centre se reconstitue et est immédiatement à la sortie de la dictature la principale autre force que la Nouvelle Démocratie. Mais très vite, très vite, entre 74 et 77, elle est laminée par la restructuration du jeu politique, ce que disait Françoise, entre la Nouvelle Démocratie qui incarne une droite modernisée et le PASOK qui va incarner une gauche socialiste à social-démocrate. Enfin, c'est difficile parce que le PASOK est mais il n'y avait jamais eu de parti socialiste tout à fait particulière. Mais et donc l'Union du Centre va être phagocytée des deux côtés. Vous allez avoir la droite de l'Union du Centre qui va rallier Karamanlis et la gauche de l'Union du Centre qui va rallier le PASOK. C'est souvent le cas des centristes d'ailleurs, ça arrive souvent, y compris en France. Et donc en 77, l'Union du Centre ne fait plus que 10 et quelques %, et aux élections suivantes, elle a disparu. Une question de Marilyn Cruello. Oui, merci. Tout à l'heure, vous parliez des procès filmés des dictateurs. Donc là, je pense que ça serait quand même intéressant peut-être d'y revenir, puisqu'on connaît d'autres procès, mais plus récents, par exemple au Maroc, avec l'instance équité réconciliation, où un certain nombre de procès ont été filmés. Donc il y a eu la possibilité pour l'ensemble des Marocains de voir les victimes qui s'exprimaient, etc. Donc là, j'aimerais bien savoir un peu plus sur le côté finalement grec de ces images. Les procès ont été filmés, et ils ont eu télévisé, un grand retentissement, pas télévisé intégralement. Mais on peut les voir actuellement d'ailleurs sur un excellent blog qui s'appelle TV Sans Frontières, Horisinora. Ça s'écrit un petit T, un petit V, un X et un S.gr, car à l'occasion des 40 ans de la chute de la dictature, un journaliste grec a fait un reportage excellent et il a reproduit énormément d'instants de ce procès. C'était important parce que c'était une toute petite salle et il y avait à l'intérieur, tout proche des journalistes et des quelques témoins qui étaient là, et ils étaient vraiment à peine à 2 mètres de nous, assis sur des chaises absolument pétrifiés, sans réaction. Beaucoup d'entre eux ont refusé de parler, mais certains ont parlé. Le reportage que j'ai vu récemment, je ne me souvenais pas que c'était ça l'ordre des choses. C'était l'intervention de Ioannidis, qui était fou, complètement, avec un regard absolument fou. Mais justement, ce procès, je tiens vraiment à revenir là-dessus, a été considéré par tous les observateurs internationaux comme exemplaire. Le procureur a fait un travail tout à fait juste. Si je peux ajouter juste un mot, c'est que c'est symboliquement très important pour la société grecque parce qu'il n'y a pas eu d'épuration après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que toute la collaboration a été recyclée par les Anglais dans le cadre de la guerre civile. Et donc, les procès de collaboration qui auraient pu faire une catharsis ne l'ont pas fait, et donc la catharsis a eu lieu à ce moment-là. Mais elle n'a pas eu lieu dans la police pour une bonne raison, que les tortionnaires ont été, eux, jugés par un tribunal militaire, alors que la junte, c'était un tribunal civil, par un tribunal militaire, et que ce tribunal militaire a été vraiment d'une injustice terrible à l'égard des victimes. Voilà. Une dernière remarque. Une dernière question. Madame, on va vous faire passer un micro. À votre avis, aujourd'hui, quelle peut être la postérité du régime des colonels en Grèce? Y a-t-il une filiation ou un simple cousinage entre ce régime et des mouvements extrémistes comme Aube Dorée? À mon avis, non, parce que ce n'est pas du tout le même esprit. Aube Dorée ne provient pas de milieu militaire. Ce sont des néo-nazis purs et simples qui prennent du pouvoir en se servant de circonstances économiques, la crise particulièrement difficile, et en s'appuyant sur ça énormément. Mais enfin, personnellement, je ne sens pas du tout le risque d'une nouvelle dictature militaire en ce moment.
Et je crois que Aube dorée n'a pas cette même source. Là, c'était vraiment une dictature militaire. C'est l'armée qui a pris le pouvoir pour empêcher les milieux politiques de vivre une normalité politique, démocratique. Deux choses. Il y a une mémoire de la junte dans la société grecque, et Polytechnique reste une scansion majeure de l'année politique en Grèce. C'est un jour férié, c'est un jour où les étudiants descendent dans la rue, et donc la junte, la période des colonels reste quelque chose de très profond, enfin de très vivant dans la mémoire. Moi, j'habite une partie de l'année une petite île loin de tout. Le 17 novembre, tous les gamins du lycée vont sur le port et ils célèbrent les martyrs de Polytechnique. Ils font un feu sur la jetée et il y a vraiment quelque chose de très vivant dans la mémoire. Je rajouterais que cette année, je rajouterais autre chose, c'est que Pédia Eleftheria, Psomi Pédia Eleftheria, du pain, de l'éducation, de la liberté, a été reprise, c'est un slogan qui est repris actuellement. C'est le slogan de toutes les manifestations, le slogan majeur de toutes les manifestations contre la Troïka. Que dans beaucoup de milieux politiques, dans beaucoup de milieux grecs, il y a un signe égal qui est mis aujourd'hui entre junta et Troïka. La Troïka, c'est la nouvelle junte. Donc vous voyez, les étudiants la semaine dernière scandaient partout « Nous n'avons pas connu la junte, la démocratie non plus ». Donc si vous voulez, ces événements-là... Alors, juste je finis sur Aube dorée. Moi, je crois exactement comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de filiation entre l'Aube dorée et la junte. D'abord parce que les gens de la junte n'étaient pas des idéologues. Je veux dire, c'est une partie de leur problème. C'est des anticommunistes, mais c'est des anticommunistes primaires. Je veux dire, comme disait le général de Gaulle à propos du putsch, c'est des gens qui ont un savoir-faire limité quand même. Donc il n'y a pas de véritable... C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il n'y avait jamais eu d'équilibre institutionnel. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont jamais pensé l'avenir. Aube dorée, ils pensent l'avenir. Ils la pensent dans un... Bon. Cela dit, la petite nuance que j'aurais par rapport à ce que tu dis, c'est que Aube dorée se réfère à la junte. Oui, et surtout, Aube dorée a un grand succès à l'intérieur de la police. Car la police n'a jamais été épurée en Grèce et que la police est entre les mains pour la grande... Et je crois que la majorité... Enfin, beaucoup de policiers... Je crois qu'on ne peut pas avancer de chiffres, de toute façon le vote est secret, mais aux dernières élections, la police a donné beaucoup de voix à Aube dorée. En revanche, pas l'armée, je pense. Mais pas beaucoup moins l'armée. C'est-à-dire que l'armée est vraiment... À mon avis, l'armée est vraiment devenue une armée démocratique. Et Aube dorée réutilise le symbole de la junte avec le phénix et le soldat qui monte ça. Voilà, c'est tout ce que je... Merci. Merci à tous et merci à toutes d'être venus pour ce débat. Donc, on se donne... et merci donc à nos amis de l'INA, évidemment, au MUSEM qui nous reçoit, et aux amis du MUSEM qui parrainent chaque mois. C'est lundi, donc autour des archives, ce temps des archives. On se retrouve dans un peu moins d'un mois, puisque dans un mois, ça sera exactement Noël ou aux alentours de Noël. On se retrouve le 8 décembre avec une discussion, une table ronde sur la cuisine à la télévision, histoire de vous faire saliver. Alors avant Noël. Avant de nous séparer, je voulais juste aussi vous donner un autre rendez-vous, puisqu'il y a un nouveau lieu qui va s'ouvrir au MUSEM, et oui, qui s'appelle la Médinathèque. Et donc nous réalisons avec nos amis et collègues de l'INA, Mireille Maurice, notamment, et toute l'équipe de l'INA, qui nous permet de découvrir des archives aussi de toutes les télévisions de la Méditerranée avec ce programme MEDMEM. Donc ce lieu, la Médinathèque, qui se situe entre le premier et le deuxième étage en montant les escalators pour aller aux expositions. Donc ce lieu vraiment a été
travailler. Il sera inauguré par la présidente de l'INA, Agnès Salle, et le président du MUSEM, Jean-François Chaunier, ce jeudi. Et donc à partir de vendredi, vous pourrez notamment voir les intégrales que vous n'avez pas pu voir aujourd'hui de l'émission de 5 colonnes à la une et quelques autres autour de la Grèce. Et on aura systématiquement un écho dans la Médinathèque du temps des archives. Vous pourrez voir, là on voit des extraits. Là vous pouvez voir la totalité des documents si vous le souhaitez. Vous pouvez aller avant la soirée voir des éléments. Enfin voilà. Donc un lieu à découvrir au MUSEM, la Médinathèque. Bonne soirée.